Bonjour à tous et bienvenue pour cette 7e vidéo de notre rétrospective 2023. Après les top 10 de l'ATP et de la WTA, nous allons vous présenter les autres joueurs qui ont marqué la saison. Et on commence par les joueurs qui ont le plus progressé, c'est-à-dire des joueurs qui étaient déjà dans le top 100 l'an dernier et qui ont obtenu vraiment un gain important en termes de classement. Il y a quelques années, l'ATP a lancé un grand plan de com appelé Next Gen et qui mettait en avant la nouvelle génération, celle qui était censée remplacer les Federer, Nadal et Djokovic. Parmi ces joueurs nés au milieu des années 90, il y avait un certain nombre d'Européens, surtout des Russes, les Medvedev, Kachanov, Rublev, mais également des Zverev ou encore Casper Ruud. Et il y avait également pas mal d'Américains. On peut citer Frances Tiafoe, Taylor Fritz, qui est aujourd'hui dans le top 10, ou encore Reilly Opelka. Et le plus discret d'entre eux était probablement Tommy Paul, vainqueur de Roland Garros chez les juniors. Il va mettre plusieurs années tout de même pour arriver dans le top 100. Et sa progression au classement se poursuivra petit à petit, sans grand coup d'éclat, puisqu'il n'avait, avant cette année, jamais atteint de quart de finale en Grand Chelem ni en Masters 1000. Il n'est d'ailleurs pas tête de série lorsqu'il aborde l'Open d'Australie, ce qui ne l'empêche pas de se hisser en demi-finale, en battant plusieurs joueurs tête de série justement, dont Alejandro Davidovich Fokina ou Roberto Bautista Agut. Il n'est finalement battu que par Novak Djokovic en 3 petits sets. Il confirme sa forme ensuite en atteignant encore les quarts de finale à Delray Beach et surtout la finale à Acapulco, avant d'atteindre successivement les huitièmes de finale d'Indian Wells et de Miami. Dans le désert californien, il vient même à bout de Hubert Hurkacz et ne perd qu'au tie-break du dernier set face à Félix Auger-Aliassime. Il ne brille pas tellement sur terre battue, hormis une finale dans un gros challenger à Aix-en-Provence et également un quart de finale au tournoi ATP 250 de Lyon. À Roland Garros, il est par contre battu dès le deuxième tour. Il atteint ensuite sa deuxième finale de la saison sur le gazon d'Eastbourne avant de passer 2 tours à Wimbledon. Il réalise alors un super BT, atteignant successivement les quarts de finale à Newport et à Los Cabos et surtout les demi-finales de l'ATP 1000 de Toronto, après une superbe victoire sur Carlos Alcaraz en quart. Si l'Espagnol prend sa revanche lors du 3e tour de Cincinnati, Tommy Paul atteint encore un 8e de finale à l'US Open. Son automne est plutôt pas mauvais aussi puisqu'il se hisse encore en 8e de finale à Shanghai et en quart de finale à Tokyo. Désormais classé à la 13e place mondiale, Tommy Paul s'est clairement fait un nom cette année. Tommy Paul ne passe définitivement plus inaperçu sur le circuit. Le deuxième joueur de notre sélection est également un Américain, mais beaucoup moins discret. Il s'agit de Ben Shelton. L'Américain de seulement 21 ans, fils de l'ancien joueur Brian Shelton, avait tout d'abord décidé de se lancer dans une carrière universitaire, avec des résultats stupéfiants sur le circuit universitaire, puisqu'il avait remporté 37 victoires pour seulement 5 défaites en 2022. Mais il décide finalement de se lancer sur le circuit à temps plein dès le mois de septembre 2022. Et cette décision s'est avérée fructueuse puisque, à la faveur de plusieurs très bons résultats en Challenger, il est passé en quelques mois de la 433e place au top 100. Il faisait d'ailleurs partie de notre sélection des meilleures entrées dans le top 100 l'an dernier. Restait au jeune américain 2 tâches très importantes à réaliser. Tout d'abord s'acclimater au top 100 et au tournoi de haut niveau, puis aussi s'acclimater au voyage puisqu'il n'avait jusque-là jamais quitté le sol américain. Et on peut dire que ça ne lui a pas pris de temps puisque dès l'Open d'Australie, il réalise un magnifique parcours pour se hisser en quart de finale où il n'est vaincu qu'en 4-7 par Tommy Paul. Bon, il s'est montré nettement plus discret sur le reste de la première moitié de la saison. Il ne va en effet plus réussir à remporter 2 matchs consécutivement avant le mois de septembre, en tout cas dans les tournois ATP. Il a d'ailleurs été battu d'entrée dans de très gros tournois comme Miami, Madrid, Rome ou Roland Garros. Il passe tout de même un tour à Wimbledon, puis dans les ATP 1000 de Toronto et de Cincinnati, où il n'est battu que par Alcaraz et Tsitsipas. Et ce ne sont que les prémices d'un nouveau coup d'éclat énorme qu'il va réaliser à l'US Open. Shelton se hisse en effet en demi-finale, en prenant cette fois la mesure de Tommy Paul, ainsi que de Frances Tiafoe, avant d'être battu par Djokovic en 3-7. Et cette fois, il va confirmer ce coup d'éclat durant l'automne, puisqu'il va ensuite atteindre les quarts de finale au Masters 1000 de Shanghai, en battant notamment Yannick Sinner. La semaine suivante, il remporte le tout premier tournoi de sa carrière, lors de l'ATP 500 de Tokyo. Désormais 17e mondial et avec très peu de points à défendre durant les 9 prochains mois, hormis son quart de finale à l'Open d'Australie évidemment, Ben Shelton peut vraiment voir la saison 2024 avec beaucoup d'ambition. Hugo Humbert a fait son entrée dans le top 100 en 2018. À peine âgé de 20 ans, il remportait en effet 3 challengers cette année-là.
Et très rapidement, il va se distinguer. Il atteint notamment les huitièmes de finale à Wimbledon l'année suivante et remporte ses 2 premiers titres à Auckland et à Anvers en 2020. Il remporte ensuite son premier ATP 500 à Halle en juin 2021. Tout semble alors lui sourire, d'autant qu'il atteint encore les quarts de finale aux Jeux Olympiques de Tokyo, après une belle victoire sur Tsitsipas, mais sans raison apparente, il va ensuite subir une très longue série de contre-performances. De août 2021 à juin 2022, il ne remporte en effet que 7 matchs et est contraint de redisputer les Challengers lors de la deuxième partie de saison 2022. Entré dans le top 30 suite à sa victoire à Halle, il n'est plus que 86e mondial lorsque la saison 2023 débute. Bien qu'il atteigne le 3e tour de l'Open d'Australie, son début de saison est encore relativement faible. C'est en Challenger qu'il réalise sa meilleure performance, puisqu'il atteint une finale à Pau et qu'il remporte les tournois de Cagliari et de Bordeaux. Il faut attendre l'été pour le retrouver à son meilleur niveau. Aux États-Unis, il atteint notamment les demi-finales à Newport et à Atlanta, puis il se hisse encore en quart de l'ATP 500 de Washington, où il renonce à jouer son match face à Dimitrov. Mais c'est durant l'automne qu'il réalise ses meilleures performances. Après un nouveau quart de finale en ATP 500 à Pékin, où il domine Andrei Rublev, il atteint le même stade à Shanghai. Le Russe prend alors sa revanche, mais Humbert s'était auparavant débarrassé de Tsitsipas. De retour en Europe, le Français se hisse encore en demi-finale à Bâle, puis, après une défaite au tie-break du dernier set contre Alexander Zverev au deuxième tour de l'ATP 1000 de Paris, il remporte le tournoi de Metz. S'il ne bat aucun top 50 dans ce tournoi, cela lui permet tout de même de terminer la saison à la 20e place mondiale. Désormais âgé de 25 ans, Hugo Humbert est prêt pour la deuxième partie de sa carrière. Le 4e joueur de notre sélection est Alon Griekspoor. Le Néerlandais est issu d'une famille de sportifs puisque le papa était coureur de motocross, alors que ses 2 frères aînés ont tous les 2 arpenté le circuit futur pendant de nombreuses années, y obtenant quelques succès mais sans jamais parvenir à rejoindre le plus haut niveau. Talon, le petit frère, a directement démontré qu'il avait les armes pour aller plus haut. Dès 2018, alors qu'il n'a que 21 ans, il obtient une invitation pour le tournoi de Rotterdam et y prend la mesure de Stanislas Wawrinka. Il s'illustre ensuite pendant plusieurs années sur le circuit Challenger, en remportant notamment 8 titres lors de la saison 2021, ce qui marque réellement son arrivée au top niveau. Après un petit recul en 2022, il explose littéralement en 2023, remportant son premier titre ATP dès la première semaine de l'année à Pune, en Inde. Il enchaîne avec un très bon 3e tour à l'Open d'Australie, où il est seulement défait par Stefanos Tsitsipas. Puis il bat Alexander Zverev à Rotterdam, avant de se hisser en demi-finale, où il n'est battu que dans 2 sets très serrés par Yannick Sinner. Son printemps est un petit peu moins marquant, même s'il passe encore un tour à Roland-Garros et n'est défait qu'en 5-7 par Hubert Hurkacz. Il remporte par contre un 2e titre chez lui sur le gazon de Sertogenbosch, en battant tout de même Alex de Minaur en quart de finale. Puis il se hisse encore en quart de finale à Halle, en prenant sa revanche sur Hubert Hurkacz. Malgré ses bons résultats sur le gazon, il est surpris dès le premier tour de Wimbledon en 3 petits sets. Il démarre très bien la saison sur dur américain, en atteignant la finale à Washington pour un ATP 500 donc, et en demi-finale, il prend même la mesure de Taylor Fritz. La suite de son été est tout de même moins bon, et il s'incline au premier tour de l'US Open en 5-7 face à Arthur Fils. Durant l'automne, Griekspoor atteint encore plusieurs quarts de finale, à Astana, à Stockholm, et surtout lors de l'ATP 500 de Bâle. Enfin, lors de l'ATP 1000 de Paris, il passe 2 tours avant de céder en 3-7 serrés contre Novak Djokovic. L'ascension de Talon Griekspoor est essentiellement due à son talent bien entendu, mais elle doit aussi un petit peu certainement à son nouveau coach Christophe Vliegen. L'ancien joueur de Coupe Davis belge accompagne en effet le Néerlandais depuis le mois de janvier 2023. Parmi la première génération des Next Gen, il y avait de nombreux joueurs russes, Medvedev et Rublev bien entendu, également Kachanov, mais aussi un certain Roman Safiullin, numéro 2 mondial chez les juniors après sa victoire à l'Open d'Australie 2015. Il va longtemps végéter sur les tournois futurs, avant d'enfin faire son entrée dans le top 100 l'an dernier seulement. Le Russe débute la saison 2023 à la 89e place mondiale et doit encore passer par les qualifications lors des tournois de préparation à l'Open d'Australie. À Melbourne, il entre directement dans le grand tableau, mais s'incline d'entrée contre Denis Kudla. En février, il remporte le Challenger de Koblenz, mais le reste de ses résultats durant la première partie de la saison ne sont pas exceptionnels. Il faut attendre le tournoi de Madrid pour le voir réaliser une belle performance. Il y sort des qualifications et bat notamment Tommy Paul pour rejoindre le 3e tour. Il enchaîne à Rome avec exactement le même résultat, cette fois en battant Sébastien Corda au 2e tour. Il renonce par contre à disputer Roland-Garros, mais réalise de bien meilleures performances sur gazon.
et notamment à Wimbledon où il était passé tout près de la défaite au premier tour face à Roberto Bautista Agut, mais il a ensuite poursuivi sa route jusqu'en quart de finale, seulement battu par Yannick Sinner en 4-7. Après un été plus discret, il s'incline au deuxième tour de l'US Open face à Tommy Paul en 5-7 et malgré avoir remporté les deux premiers. Durant l'automne, Safiullin atteint la première finale de sa carrière sur le circuit, au tournoi de Chengdu. Il dispose de Lorenzo Musetti en demi-finale, avant d'être battu de justesse par Alexander Zverev. Il prend sa revanche sur l'Allemand au deuxième tour de Shanghai, avant de s'incliner en 3-7 contre Ben Shelton. Et lors du dernier tournoi de sa saison, il sort des qualifications à l'ATP 1000 de Paris et prend la mesure de Carlos Alcaraz au deuxième tour. Il est par contre battu par Karen Khachanov en 3-7 au troisième. À 26 ans, le Russe est désormais 39e mondial et il est bien décidé à rattraper son retard sur ses copains de promo. Le tennis féminin chinois est en plein essor et sa figure de proue n'est autre que Qin Wenzheng qui à 21 ans se rapproche très fortement du top 10. 6e mondial chez les juniors en 2019, sa progression n'a été que très peu ralentie par le confinement dû au Covid, puisqu'elle a fait son entrée dans le top 100 l'an dernier. C'est à Roland-Garros en 2022 qu'elle s'est révélée, atteignant les 8e de finale avant d'opposer une belle résistance à Iga Swiatek, la future gagnante. Elle atteint par la suite encore les 3e tours à Wimbledon et à l'US Open, les quarts de finale lors du WTA 1000 de Toronto et la finale au WTA 500 de Tokyo. Ces résultats lui permettent de terminer l'année dans le top 30. En 2023, elle passe un tour à l'Open d'Australie, puis se hisse en demi-finale du tournoi d'Abu Dhabi. Après un 8e de finale à Miami, elle obtient son premier vrai bon résultat de la saison à Rome. Pour ce WTA 1000, elle atteint les quarts de finale. La chinoise est par contre surprise au deuxième tour à Roland-Garros par Yulia Putintseva en 3-7 et au premier tour de Wimbledon par la Tchèque Siniakova. Son été est de bien meilleure facture puisqu'elle remporte son tout premier titre lors du WTA 250 de Palerme. Elle enchaîne avec un 8e de finale à Cincinnati où elle pousse Iga Swiatek au 3-7. Puis elle réalise le meilleur résultat de sa saison avec un premier quart de finale en Grand Chelem à l'US Open. Au tour précédent, elle avait pris la mesure de Ons Jabeur, 5e joueuse mondiale. La chinoise va alors remporter le 2e titre de sa saison, cette fois-ci dans un WTA 500 devant son public à Zhengzhou, et elle y domine notamment Maria Sakkari, tête de série numéro 3 et 6e mondiale. Elle termine la saison lors du Masters BIS à Zhuhai où elle atteint encore une belle finale. Cet été, Qin Wenzheng a été suivi le temps de quelques semaines par notre capitaine d'équipe de Fed Cup, Wim Fissette. Il n'est pas impossible qu'il ait d'ailleurs joué un rôle important dans le déclic qu'elle a obtenu cet été. Mais malheureusement, dès le mois de septembre, Wim a décidé de rompre leur contrat et de retourner coacher Naomi Osaka. Au vu de sa fin de saison, on ne peut pas dire que ça ait vraiment déstabilisé la chinoise, qu'il faudra vraiment surveiller de très près en 2024. La Croate Donna Vekic a effectué un joli retour au premier plan cette saison. Joueuse très précoce, elle avait atteint le top 100 alors qu'elle n'avait pas encore 17 ans en janvier 2013, avant de remporter son premier titre à Kuala Lumpur un peu plus d'un an plus tard. Mais elle peine ensuite à se maintenir au plus haut niveau et il faut attendre 2017 pour l'avoir remporté un deuxième titre à Nottingham. Elle remonte ensuite progressivement au classement jusqu'à atteindre un quart de finale à l'US Open en 2019, mais après un 8e de finale à l'Open d'Australie 2021, elle doit subir une opération du genou droit, ce qui la contraint à nouveau à quitter le top 100. Elle retrouve progressivement la confiance jusqu'à un nouvel exploit à l'Open d'Australie cette année, où elle signe le 2e quart de finale de sa carrière en Grand Chelem. Et elle confirme ce retour dans les mois qui suivent, puisqu'elle atteint encore un quart à Linz, puis remporte le tournoi de Monterrey. En finale au Mexique, elle domine tout de même Caroline Garcia, alors 5e mondiale. Plus discrète pendant le printemps, elle va tout de même rejoindre les 8e de finale de Rome, mais cédera en 2-7 contre Iga Swiatek. Après une défaite au deuxième tour à Roland-Garros, elle atteint une nouvelle finale lors du WTA 500 de Berlin. Elle est signe de jolis succès face à Elena Rybakina et Maria Sakkari, mais s'incline en finale contre Petra Kvitova. À Wimbledon, elle atteint encore le 3e tour et n'est défaite que par la future gagnante Marketa Vondrousova. Son été est nettement moins bon, elle atteint seulement un 8e de finale à Cincinnati où elle bat tout de même Victoria Azarenka, mais elle doit se retirer lors de son match contre Ons Jabeur. 2 semaines plus tard, elle s'incline au premier tour de l'US Open. Son automne n'est pas brillant non plus puisqu'elle ne remporte qu'un seul match en 4 tournois. On ne peut pas dire que Donna Vekic ait été épargnée par ses soucis de santé depuis le début de sa carrière, mais elle a déjà prouvé lors de ses nombreux retours qu'elle avait vraiment le niveau pour s'installer durablement parmi les meilleurs.
Âgée du même âge que Donna Vekic, Jasmine Paolini s'est montrée beaucoup moins précoce. Il faut en effet attendre novembre 2019, à 2 mois de son 24e anniversaire, pour la voir faire son entrée dans le top 100. Elle s'y est maintenue jusqu'ici, sans grands exploits, mais avec quelques bons résultats d'ici de là, notamment une première victoire à Porto Rose en 2021. Et sa carrière a connu un coup d'accélérateur cette année. Après une défaite au premier tour à l'Open d'Australie, face à Lyudmila Samsonova, elle atteint un quart de finale à Lyon. Plutôt discrète par la suite durant la première partie de la saison, elle réussit tout de même à remporter un WTA 125 à Florence au mois de mai, avant de battre Sorana Cirstea au premier tour de Roland-Garros. Durant la deuxième semaine du Grand Chelem parisien, elle atteint une nouvelle finale dans un tournoi WTA 125 à Makarska en Croatie. Battue d'entrée à Wimbledon, elle réalise un bel été, notamment en atteignant la finale en WTA 250 chez elle à Palerme, après une victoire sur Daria Kasatkina et une défaite en 3-7 seulement contre Qin Wenzheng. En août, elle sort des qualifications du WTA 1000 de Cincinnati et poursuit sa route jusqu'en quart de finale, en bénéficiant notamment de l'abandon d'Elena Rybakina. Elle est par contre battue dès le premier tour de l'US Open en 3-7 face à Jelena Ostapenko. L'Italienne termine bien la saison, avec notamment une demi-finale en WTA 500 à Zhengzhou. Là aussi, elle est battue par Qin Wenzheng, avant d'atteindre la finale lors du WTA 250 de Monastir, où elle est dominée par Elise Mertens. D'un papa italien et d'une maman d'origine ghanéenne et polonaise, Jasmine Paolini n'est sans doute pas une future top joueuse, mais son parcours est tout de même remarquable et doit donner confiance à toutes les joueuses qui n'atteignent pas un très haut niveau chez les juniors, mais qui, de par leur persévérance, se feraient tout de même une place sur le grand circuit. Comme je l'ai dit, le tennis chinois féminin est en plein boom et ça ne se limite pas à Qin Wenzheng. Xinyu Wang a en effet fait son entrée dans le top 100 alors qu'elle avait 20 ans il y a 2 ans. Et si l'année 2022 a plutôt été une saison de transition, elle a nettement plus progressé cette année. Après un bon quart de finale à Hobart, où elle bat notamment Alison Van Uytvanck, elle franchit le premier tour à l'Open d'Australie. Elle atteint par la suite une demi-finale au WTA 250 de Waring, puis surprend Elise Mertens au premier tour du WTA 1000 d'Indian Wells, où elle n'est battue qu'au troisième tour par Barbora Krejcikova. A priori moins à l'aise sur terre battue, elle va perdre au premier tour des 4 tournois de préparation pour Roland-Garros, mais à Paris elle va tout de même se hisser au troisième tour après une victoire sur la tête de série numéro 31 Marie Bouskova. Par contre, elle est ensuite humiliée par Iga Swiatek qui ne lui laisse pas un seul jeu. Après une défaite au deuxième tour de Wimbledon, elle redispute un ITF durant l'été et le remporte, c'était un $100 000 à Landisville. Elle enchaîne avec un quart de finale au WTA 250 de Cleveland, puis un premier huitième de finale en Grand Chelem à l'US Open. Si elle ne rencontre pas de joueuse du top 50 sur sa route, elle n'est finalement battue que en 3-7 serrés par Karolina Muchova. Sa tournée asiatique est de bonne facture également, puisqu'elle atteint une nouvelle demi-finale à Osaka, avant de battre Daria Kasatkina au deuxième tour du WTA 1000 de Pékin, où elle n'est finalement battue qu'en 3-7 par Maria Sakkari. Il ne faut pas confondre Xinyu Wang avec sa quasi-homonyme Ziyu Wang, qui fait également partie du top 100 et qui a également 22 ans, mais qui n'a aucun lien de parenté. Xinyu, elle, est la fille de l'ancien capitaine de Fed Cup chinoise, Peng Guang, qui avait démissionné pour se consacrer à la carrière de sa fille. Et bien lui en a pris visiblement. À seulement 21 ans, Marta Kostyuk semble avoir déjà vécu plusieurs vies. Joueuse extrêmement précoce, elle avait remporté les Petits As, qui est en quelque sorte le championnat du monde des 13-14 ans, en 2016, avant de déjà s'imposer lors de l'Open d'Australie Junior, un an plus tard, à seulement 14 ans et 7 mois. Grâce à cette victoire en junior, elle obtient une invitation pour le tableau de qualification l'année suivante. Elle parvient à s'en extirper et à passer 2 tours dans le grand tableau. Et elle termine cette saison 2018 aux portes du top 100 alors qu'elle n'a que 16 ans. Grosse blessure l'éloigne des terrains plusieurs semaines au printemps 2019 et il faut attendre en fait la deuxième partie de la saison 2020 pour la revoir à son meilleur niveau. Elle entre enfin dans le top 100 et réalise même son meilleur parcours en Grand Chelem à Roland-Garros 2021 en battant Garbine et Muguruza avant de s'arrêter en huitième de finale face à Iga Swiatek. La saison 2022 est de nouveau moins bonne. On imagine bien que la guerre dans son pays a fortement perturbé l'Ukrainienne pendant ces quelques mois, mais elle débute bien en 2023 puisqu'elle domine Elena Rybakina à Adélaïde avant de se hisser au troisième tour à l'Open d'Australie.
Après un quart de finale à Wahin, elle remporte son tout premier tournoi WTA à Austin au mois de mars, en battant notamment Danielle Collins. Elle se fait tout de même plus discrète durant la saison sur terre battue et s'incline d'ailleurs au premier tour de Roland-Garros, où le tirage ne lui avait pas été vraiment favorable puisqu'elle affrontait Aryna Sabalenka. Elle n'est pas beaucoup plus gâtée à Wimbledon puisqu'elle doit affronter d'entrée Maria Sakkari, 8e mondiale, mais elle prend la mesure de la grecque pour signer son tout premier succès sur une top 10. Elle s'arrête finalement au 3e tour face à Madison Keys. Son été n'est pas exceptionnel, elle atteint tout de même un quart de finale à Washington, mais est ensuite battue au premier tour à Montréal, à Cincinnati et à l'US Open, où là encore le tirage ne lui est pas vraiment favorable puisqu'elle affronte d'entrée Elena Rybakina. Fin d'année, Marta Kostyuk obtient encore une victoire sur une top 10, Hans Jaber, lors du WTA 1000 de Pékin, où elle s'incline au 3e tour. Bien qu'elle ait perdu plusieurs années en route, la précocité de l'Ukrainienne lui permet d'être encore une des plus jeunes joueuses du top 50, et à seulement 21 ans, elle peut évidemment voir l'avenir avec beaucoup d'ambition. Elle sera en tout cas à surveiller de très près en 2024.